RCF. Bonjour et bienvenue dans notre émission sur Dialogue RCF. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment le Liban peut s'en sortir, par quels moyens et surtout se rendre compte du miracle de sa survie jusqu'à aujourd'hui. Pour cela, Zéna, nous allons accueillir depuis le Liban l'économiste libanais Charbel Nahas et ancien ministre des Télécommunications et du Travail. Monsieur Charbel Nahas est aussi et surtout l'actuel secrétaire de l'association Citoyens et Citoyennes dans un État. Secrétaire général. Église d'Orient, le magazine des églises orientales, présente à Marseille, à Aix et en Provence, Dialogue RCF. Bonjour Charbel Nahas. Bonjour Zéna, bonjour. Merci d'être avec nous, donc l'actuel secrétaire général de l'association Citoyens et Citoyennes dans un État. D'abord, avant toute chose, dites-nous dans quelle situation se porte le Liban aujourd'hui, dans un Liban confiné? Écoutez, le Liban se porte très mal. Il y a eu un effondrement il y a maintenant un peu plus d'un an de l'ensemble des structures économiques et financières, mais aussi de toutes les structures institutionnelles. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité. Et cet effondrement a suscité un mouvement populaire de désarroi, de colère, que certains se sont plus à appeler révolution, mais malheureusement, cela ne s'est pas traduit en un mouvement politique qui pouvait prendre acte de la fin d'un cycle historique qui a émergé avec la guerre civile et qui a épuisé toutes ses ressources. Et très vite, les gens se sont retrouvés perdant tous leurs repères. Et évidemment, l'explosion du port le 4 juin est venue imposer encore un peu une chape de désespérance au-dessus de tout cela. Le défi est énorme parce que, si vous voulez, la société libanaise a été complètement reconfigurée par la guerre, mais aussi par la phase longue d'institutionnalisation, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler la corruption, mais qui est bien plus grave que cela, c'est le fait d'avoir dopé le pays, de l'avoir mis en dépendance d'un flux persistant de capitaux de l'étranger et donc instauré des modes de comportement, des modes de consommation dont il est très difficile de se départir. C'est un défi politique majeur, évidemment, sans oublier que la région tout autour de nous est dévastée. Donc c'est un défi politique majeur. On a vu il n'y a pas longtemps une interview de vous dans L'Orient le jour où vous dites qu'il ne faut pas mettre de côté l'économie, justement. Comment est-ce que le Liban peut être sauvé et quels sont les moyens à votre avis? Et c'est un défi énorme. Nous, comme mouvement politique, nous avons depuis longtemps averti des risques qui étaient inhérents à ce système et du fait un peu paradoxal qui est que plus ce système voyait sa vie prorogée, plus le poids des passifs accumulés, passifs financiers, passifs politiques, etc., s'accumulait aussi. Malheureusement, ces appels n'ont pas reçu l'écho que nous espérions et le système a complètement implosé. Donc aujourd'hui, cette crise, pour nous, est un défi, une opportunité pour mettre fin au régime de l'association des chefs de milices communautaires et instaurer un État qui prenne en compte la réalité de la société et non pas qui se complaise en interne à manipuler des identités illusoires et à l'externe à jouer sur des paris régionaux ou internationaux qui sont finalement très peu fiables et aux yeux des acteurs principaux desquels le Liban pèse très peu. Pardon, Monsieur Nahas, et quand vous dites la réalité du terrain, qu'est-ce qu'elle est la réalité du terrain? La réalité, c'est une société qui a été profondément transformée durant les 40 dernières années. La moitié de chaque génération de Libanais émigrait. En contrepartie, il y a eu une importation massive d'une main-d'œuvre venant de pays pauvres. En plus de cela, il y a eu l'arrivée massive des Syriens chassés de chez eux par la guerre civile. La société réelle qui vit au Liban n'a rien à voir avec les illusions dont certains se bercent encore de rencontres de civilisation, d'une population éduquée, etc. Il n'en est rien. Il faut prendre acte de cela, que cela plaise ou pas, il faut en prendre acte.
et il faut traiter la société dans sa réalité en mettant de côté tous les fantasmes identitaires auxquels certains s'attachent encore, en fait, pour cacher leur incapacité. Et cet attachement aux identités domestiques et aux paris régionaux ne fait que pousser vers des risques accrus de violence. Alors, si j'ai bien compris, donc en fait, le Liban est soumis à une double dépendance, une dépendance donc à la fois donc politique et économique par les capitaux étrangers. Pourriez-vous nous dire comment sortir, vous en tant qu'économiste, comment rendre le pays au pays? Écoutez, nous avons 2 semaines, 3 semaines après les manifestations qui ont eu lieu en octobre 2019, nous avons comme parti politique mis en place, présenté une feuille de route politique qui consiste à dire aux 6 chefs communautaires, parce que ce n'est qu'une illusion, au Liban, il n'y a ni république, ni président, ni parlement, ni conseil des ministres, ni rien. Tout ça, c'est de la pacotille, c'est de la façade. Il y a 6 chefs communautaires qui ont organisé entre eux un régime de veto réciproque, etc. Donc, nous avons adressé donc cet appel à ces 6 chefs en leur disant, écoutez les amis, votre règne est fini parce que ces ressources se sont épuisées. Vous êtes totalement incapable de gérer la situation parce que chacun d'entre vous est tenu par sa propre communauté, en plus par les paris externes. Vous ne pouvez pas distribuer les pertes d'une manière qui soit à la fois juste et plus important encore, qui soit pertinente, c'est-à-dire orientée vers un nouveau mode politico-économique. Donc nous vous proposons une période de 18 mois pour gérer la phase de transition dans laquelle le pays s'est installé, avec des pouvoirs législatifs étendus, avec 2 objectifs. 1, absorber le choc de la crise et gérer donc cette transition du point de vue économique pour en minimiser les dégâts essentiels, c'est-à-dire l'émigration massive de tous ceux qui peuvent encore émigrer et la transformation du pays, malheureusement pour la comparaison, en une sorte de Somalie. Et deuxième chose, établir dès le premier jour, d'une manière claire et certaine, la légitimité laïque de l'État, ce qui est l'exacte antithèse de la coexistence des chefs communautaires qui chacun d'eux prétend détenir un droit de veto et qui pratiquement paralyse l'État. Nous avons un besoin vital, nous comme société, nous avons besoin d'une manière vitale d'un gouvernement qui soit d'un État, qui soit sûr de sa légitimité et dans la composition qui structure encore la population libanaise, cet État ne peut être qu'un État disposant d'une légitimité laïque. Et cela a une portée non seulement pour les Libanais, mais aussi pour l'ensemble de la région. Il ne faut quand même pas perdre de vue que nous sommes enterrés d'un État chiite, d'un État sunnite, d'un État juif et d'un État je sais quoi. Évidemment, tout cela portant des projets nationalistes et impérialistes. Et de ce fait-là, nous pensons fermement que cette œuvre, bien que dangereuse, nous en sommes pleinement conscients, a une portée à la fois régionale et ce n'est pas outrepasser les termes que de dire une portée internationale, puisque cette question d'identité manipulée à droite et à gauche est en train de devenir un phénomène général, y compris en France. Monsieur Nahas, est-ce que c'est possible une laïcité dans un pays aussi multifonctionnel, confessionnel que le Liban? Ici, on est en train de voir en France, qui est un pays laïque, où il y a une difficulté quand même. Écoutez, c'est une question de volonté politique. La laïcité en France a été imposée pour rompre la position de l'Église catholique. C'est clairement cela. C'est une laïcité très particulière. Ce dont nous parlons, c'est autre chose. Je dirais que c'est plus radical. C'est dissocier la légitimité de l'État de l'héritage historique encore présent dans la société. Le Liban, vous savez, les communautés dont les gens parlent au Liban, qu'est-ce que c'est? Ce sont des résidus d'empires divers et variés qui ont toujours considéré que cette région périphérique un peu montagneuse, c'est un peu comme le Kurdistan ou le désert, etc., était habitée par des peuplades peu dangereuses pour les pouvoirs et par conséquent, l'Empire n'avait aucune raison de les gérer directement, donc ils ont laissé leurs petits chefs locaux s'occuper d'eux. Et au niveau de la population, ces petits chefs locaux ont progressivement construit autour d'eux une fantasmagorie civilisationnelle, machin. C'est pas vrai du tout. Vous savez, les communautés religieuses au Liban sont tout simplement des lignages. Aucun d'eux n'est allé étudier la théologie ou le Coran et choisir la religion qui lui inspirait le plus de foi. Il n'en est rien du tout. Ce sont tout simplement des lignages fermés dans une attitude agressive. Il faut prendre acte de cela et traiter la situation comme elle est et ne pas se laisser bercer
par des illusions devenues excessivement dangereuses. Alors justement, je vous coupe, mais vous évoquez là en fait une longue tradition libanaise, mais qui a été vécue aussi en France. Alors en France, on a vu la difficulté pour établir cette laïcité. On est passé par l'école, on est passé par différentes mesures. Comment pensez-vous ou envisagez-vous de mettre en place cette laïcité et d'aller au-delà de ces habitudes ou de ces traditions ou de ces mentalités ? Pour cela, nous avons constitué un parti politique. Nous ne sommes pas une association éducative, nous sommes un parti politique dont l'objectif est de reconfigurer la relation du pouvoir à la société. Évidemment, nous comptons d'abord sur le renforcement de notre propre capacité, de notre propre positionnement, de notre propre influence, mais aussi de l'influence que nous pouvons avoir sur l'ensemble de la société et pas seulement au niveau des partisans, des membres du parti. Et là, il y a un avantage, si vous voulez, qui est en même temps un risque, qui est le fait de la déconfiture totale de l'ensemble des appareils. Il y a une incapacité totale à gérer la situation. Enfin, on a bien vu l'initiative du président Macron, à quoi elle a abouti, à rien du tout. Et là, si vous voulez, c'est l'urgence du besoin qui est l'argument principal. Il n'y a pas de projet en face, il n'y a rien du tout. Il y a juste une consommation du temps et des opportunités et une destruction non seulement des capitaux, mais plus grave que ça, de ce qui reste des capacités réelles de la population. Donc, nous en sommes pleinement conscients en termes de risque, mais malheureusement, ce choix n'est pas simple. Il est imposé, il s'agit de relever un défi. Il est évident que l'influence de l'extérieur compte aussi, parce que devant cette incapacité domestique, et vu l'habitude que nos chefs de milice ont, l'expertise qu'ils ont acquise dans la manipulation des opportunités extérieures, là aussi, au niveau externe, il y a un canal d'influence. Parce que nous pensons, je vous l'ai déjà dit, que l'exemple que nous vivons au Liban n'est pas un exemple ethnographique intéressant, mais c'est un cas exemplaire qui illustre d'une manière extrême des tendances qui sont à l'œuvre un peu partout, y compris, puisque nous parlons à une radio française, y compris en France. De ce point de vue-là, oui, l'influence extérieure aussi peut jouer, pour autant que l'importance de l'enjeu qui est posé là sur notre terrain soit réellement prise en compte et que les manipulations extérieures ne soient pas asservies à des intérêts commerciaux ou opportunistes à droite et à gauche, comme cela a été malheureusement le cas durant toute la période de l'histoire récente dans l'ensemble de la région. Il faut quand même voir ce qui s'est passé dans la région, hein. C'est des pays entiers qui ont été dévastés. Et cette mécanique est un rouleau compresseur infernal dont la relève prendra des décennies. Donc c'est l'urgence, le courage et la capacité d'énoncer clairement les choix qui sont, à part évidemment notre action propre, qui sont les leviers de l'action, les leviers du succès. Merci Monsieur Nahas. On va faire une petite pause avec votre choix musical donc Jacques Brel, Vivre debout, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà que l'on se cache quand se lève le vent de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre je suis la certitude. Voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant pour mieux fuir l'inquiétude soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille, d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier
alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout? Église d'Orient, le magazine des églises orientales, présente à Marseille, à Aix et en Provence, Dialogue RCF. Superbe chanson, superbe choix, Monsieur Nahas. Merci pour cette chanson. Alors, je voulais revenir, on parlait de laïcité avant cette pause musicale. Que pensez-vous? Est-ce que c'est possible qu'un jour le Liban devienne souverain? Écoutez, la notion de souveraineté est une notion un peu théorique. Vous savez, la souveraineté des États. Vous le vivez vous-même en France, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou bien au niveau des États-Unis, dans vos relations avec les États-Unis. Donc la souveraineté, c'est quelque chose de relatif. Ce qui est important, c'est qu'un État, c'est un instrument dont on peut se passer quelquefois, mais pas toujours. Et ça sert précisément à mobiliser, pour peu que l'État dispose d'une légitimité assurée en interne, les ressources du pays, qui sont inégales entre les pays évidemment, en vue d'équilibrer les avantages et les inconvénients que les politiques extérieures peuvent imposer au pays ou que le pays peut déclencher. C'est un instrument, l'État, ce n'est ni une fiction juridique, ni un état essentiel, naturel. Très peu de pays ont réellement des États. Vous savez, quand beaucoup de pays dans le monde, et en particulier dans la région, ont besoin d'emprunter leur légitimité soit à des bases militaires étrangères, soit en manipulant des emblèmes religieux, cela dénote clairement un point de faiblesse au niveau de la légitimité. Tout cela relève de la manipulation. Un État, à mon sens, est nécessairement laïque. Je reprends un peu ce que disait en 2016 le pape François d'ailleurs, à moins qu'il ne cherche à suppléer, si vous voulez, son manque de légitimité par des manipulations symboliques, dont la manipulation de la religion. Un État n'est pas le reflet automatique de la société. Ce serait une situation superfétatoire, il ne servirait à rien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au Liban et dans la région, le besoin d'États qui ne soit ni le reflet de protection et de bases militaires étrangères qui les transforment en instruments pour leur propre politique, ni qui soit assujetti à des manipulations symboliques ou idéologiques diverses et variées qui conduisent le plus souvent d'ailleurs à des guerres, comme c'est le cas. Vous savez, nous avons le projet sioniste tout autour de nous, nous avons l'islamisation de plusieurs régimes, nous avons tout ce que vous savez très bien. Face à cela, le Liban peut sembler ne pas peser très lourd, mais l'urgence dans laquelle notre pays s'est trouvé, nous ne l'avons pas choisi, et le fait que nous avons vécu avant les pays de la région l'institutionnalisation de ce qu'on appelle le communautarisme, la guerre civile, l'émigration rurale, les transferts massifs de population font que nous n'avons aucune supériorité, loin de là, mais nous avons une antériorité de l'expérience qui nous impose des responsabilités supplémentaires. C'est pour cela, si vous voulez, que nous estimons que
que notre volonté de relever le défi, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi la belle chanson de Jacques Brel, si vous voulez, donne un sens à l'expérience de chacun. Et j'invite chacun, les Libanais d'abord, les non-Libanais qui résident au Liban, ceux qui s'intéressent à notre situation, non pas par compassion, bon c'est bien gentil, mais aussi parce que nous sommes un terrain où s'expérimentent des choses très graves que chacun ressent sur son propre terrain. Nous pensons que cette bataille peut être gagnée pour autant que le courage y soit de la partie. Alors justement, vous venez de nous dire que l'État est nécessairement laïque, il ne doit pas être le reflet de la société. Et en ce sens, pour votre projet, pour l'avenir du Liban, il faudrait donc alors réformer la constitution libanaise. Écoutez, c'est une blague, il n'y a pas de constitution au Liban, il n'y a rien du tout. Je vous dis, il y a 6 chefs qui sont d'anciens chefs de milice ou bien des milliardaires dont l'origine de la fortune est incertaine. Alors pour nos auditeurs, dites-nous les 6 chefs. Écoutez, les 6 chefs, c'est dans le désordre. C'est Michel Aoun, Hassan Nasrallah, Nabih Berri, Walid Jumblat, comment il s'appelle, Samir Jaja et Saad Hariri. Voilà. Ça voudrait dire en fait une véritable création en fait. Alors s'il n'y a pas, il faudrait vraiment créer. Est-ce que le modèle alors serait un modèle de la 5e République française ou un autre modèle ? Écoutez, ce que nous proposons, je vous l'ai déjà dit, c'est cela. Il ne s'agit pas le risque principal, c'est de glisser vers un état de guerre civile. Donc, ce que nous essayons de faire, ce que nous essayons encore de faire tant qu'il en est temps, c'est d'imposer une négociation pour un transfert pacifique du pouvoir, pour un gouvernement de transition sur une durée de 18 mois qui disposerait, évidemment sur la base d'un programme très précis que nous avons formulé dans différents ouvrages et documents. De donc, 18 mois à partir de ce début d'année, de 18 mois à partir de janvier. Non, nous avons lancé cet appel en novembre 2019. Évidemment, le temps est passé et les pertes se sont accumulées. Mais voilà la proposition. Donc, en disant à ces 6 chefs, écoutez les amis, vous êtes dans l'incapacité totale de faire face à ce qui s'est passé. Vous ne pouvez plus ramener le temps qui est passé. L'horloge ne revient pas en arrière. Deuxième chose, vous êtes en risque vous-même. Non seulement ce que vous appelez votre communauté, mais même vous-même, vous êtes en risque parce que les acteurs extérieurs ne se privent pas d'intervenir. Et troisième chose, vous êtes totalement incapable de prendre n'importe quel choix parce que n'importe quel choix qui consiste finalement à répartir des charges et des pertes va disloquer votre propre communauté. C'est pour ça, arrêtez de jouer ce petit jeu de on ne s'entend pas pour faire un gouvernement, etc. Tout ça, ce sont des manigances pour cacher votre incapacité. Et l'incapacité, c'est la voie pavée vers la violence. Donc, prenez un risque comme nous acceptons d'en prendre. Nous acceptons de prendre un risque qui peut vous sembler fou, qui est d'assumer votre héritage catastrophique. Prenez un risque de vous mettre de côté pendant une période limitée. Vous resterez entouré de vos ouailles, etc. Aucun problème. Si nous échouons, vous pourrez dire nous servirions de bouc émissaire. Mais si nous réussissons à imposer une légitimité clairement assurée, assumée, laïque de l'État, vous serez, vous, comme chef communautaire, encore présent sur la scène politique. Mais l'appartenance à une communauté ne relèvera que d'un choix individuel que chaque citoyen ou citoyenne devra faire explicitement. Le Liban n'est pas composé de communautés, il est composé d'hommes et de femmes, de citoyens et de citoyennes. C'est par exception, par héritage historique, que nous pensons de notre devoir de traiter avec les communautés comme des situations d'exception et non pas comme une prétendue règle pouvant instaurer un État. Les communautés sont l'antithèse même de l'État. Alors justement, là, vous pointez un problème qui est en fait la question de l'identité nationale. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas créer, ou du moins avec votre mouvement, essayer de créer une identité nationale et non plus une identité communautaire ? Écoutez, je n'aime pas le terme d'identité en général. Donc, excusez-moi. Identité nationale, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire une unité des thèmes communs qui réunissent la population, en fait, des valeurs communes qui réunissent. Parfaitement. Donc... Ça s'appelle un régime sociopolitique. Vous savez, les identités, c'est un terme dont malheureusement nous connaissons trop bien le sens. Les identités, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des boucliers illusoires qui vous permettent de vous calfeutrer, de vous couper de la réalité et d'adopter une attitude agressive vis-à-vis d'elle. C'est ça, les identités. Ce n'est rien d'autre.
Alors, lorsque vous parlez justement de laïcité, derrière chaque laïcité, comme derrière chaque identité, il y aura un être qui a une religion quand même, non? Comment faire techniquement au Liban pour aboutir à cette laïcité réelle, à cette laïcité sur le terrain? Écoutez, j'ai évoqué tout à l'heure la fameuse entrevue du pape François en 2016. Hein. Les religions évoluent aussi dans le temps. La phase où les religions servaient d'emblème au pouvoir, je pense qu'elle est passée. D'ailleurs, ça dépend ce qu'on entend par religion. Si on entend par religion un exercice personnel, spirituel qui essaye de faire face aux réalités complexes de la vie et de l'univers, il est clair que ça n'a rien à voir avec les communautés. Les communautés sont des lignages bloqués, fermés, défensifs. Et là-dessus, puisque je suis sur une radio chrétienne, je pense qu'il y a un rôle à l'Église catholique aussi, pas les autres églises, mais là, on est radio française, pour que les communautés au Liban, bon, chrétiennes en particulier, commencent à comprendre qu'est-ce que c'est que le fait religieux comme un choix personnel qui donne un sens à la vie, et non pas comme une appartenance tribale agressive et entourée d'un cérémoniel souvent ridicule, comme c'est souvent le cas, comme c'est, je dirais, le plus souvent le cas au Liban jusqu'à aujourd'hui. Et on vous sent, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de colère maintenant au Liban? Est-ce que les Libanais la dernière question, sont vraiment désespérés, en colère? Vous voyez un bout du tunnel à la fin? J'aurais aimé qu'ils soient en colère. Ils sont malheureusement plus désespérés qu'en colère. Merci Pourtant, beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nahas, d'avoir été avec nous. Et puis merci à Frédéric à la technique.